Aujourd'hui, rencontre avec Wasila Tamzali. Bonjour à tous. Je vous propose de partir à la découverte d'une femme engagée, d'entrer dans son parcours. Et comment pourrait-il en être autrement, puisque son histoire est intimement liée à celle, avec un grand H, de son pays, l'Algérie. Wasila Tamzali, bonjour. Bonjour. Vous vous racontez aujourd'hui dans un livre une éducation algérienne de la Révolution à la décennie noire, dans la collection Témoins chez Gallimard. Vous portez un nom que les Algériens connaissaient bien. Est-ce qu'il vous sert ou vous dessert aujourd'hui ? Les deux, puisque c'est vrai que les gens ont été intrigués par cette histoire. D'ailleurs, de très nombreux journalistes algériens se sont focalisés sur l'histoire de ma famille, alors que je ne pensais pas qu'elle allait prendre tellement d'importance et qu'elle allait être, pour certains, l'intérêt du livre. Voilà. Mais elle m'a beaucoup desservi. En Algérie. Oui. Elle m'a desservi longtemps, c'est un nom qui m'a desservi longtemps, dans la mesure où, d'abord, ça m'obligeait à certaines postures, hein. C'est toujours un peu les obstacles que peuvent créer ce genre de situation, c'est-à-dire qu'on arrive difficilement à être soi-même, même vis-à-vis de soi, hein. Donc voilà une difficulté. Et puis une difficulté beaucoup plus, je dirais, peut-être politique, dans la mesure où ce nom est devenu à un moment donné le symbole d'une bourgeoisie ennemie du peuple. Voilà, alors, on va entrer dans votre histoire pour que les gens comprennent bien d'où vous venez, qui vous êtes. Vous avez tout d'abord connu l'exaltation de l'indépendance de l'Algérie, la révolution agraire. Votre famille aisée, bourgeoise, vous le dites, l'une des plus riches d'Algérie, en a fait les frais. Oui, pas seulement elle, hein, tous les Algériens ont été, les terres des Algériens ont été nationalisées en 1972, et les terres de ma famille également. Mais avant cela, on avait fait, comme pour reprendre votre expression, les frais de la révolution algérienne, voilà. Parce que l'usine de Montrentoncle avait été nationalisée en 1964. Aujourd'hui, elle vient d'être vendue à un dinar symbolique à quelqu'un qui est très proche du pouvoir, ce qui est un petit peu agaçant, si vous voulez. Mais enfin, c'est une page tournée, d'autant plus que ce que je trouve très intéressant comme rapprochement, c'est en même temps que la sortie du livre, on a fait disparaître la façade de l'usine, qui était restée un symbole très fort pour moi de la notoriété familiale, et qui aujourd'hui disparaîtra complètement. Voilà. On revient un petit peu en arrière au moment de l'indépendance, une période que vous vivez avec beaucoup d'exaltation. Vous êtes une jeune femme à ce moment-là, et c'est une période très excitante même. Oui. Disons illuminée, alors dans tous les sens du terme, illuminée par la lumière de 20 ans, par la lumière de ce pays qui se construit. C'était tout à fait enivrant d'être au départ de quelque chose d'aussi important que la naissance d'un pays. En réfléchissant, si vous voulez, cet enthousiasme, disons, était proportionnel en quelque sorte à la dépossession que je portais en moi. Alors, une dépossession très violente, puisque votre père est assassiné. Tout à fait. Vous êtes né, là aussi pour rappeler le contexte, dans une ferme au bord de la mer. Votre mère est espagnole, elle adopte l'Algérie par amour pour votre père. Et un jour, votre père oui, mon père est assassiné. Alors, c'est une dépossession en soi déjà. Un père qui meurt même d'un accident de la route, c'est déjà une dépossession pour une adolescente de 15 ans. Mais mon père meurt dans des conditions très particulières puisqu'il est tué par un Algérien. Alors évidemment, on nous apporte toutes les garanties que c'est un crime particulier et qui a été perpétré par vengeance. Mais il n'empêche que c'est quelque chose qui marque beaucoup puisque c'est un Algérien et très jeune qui a 17 ans qui tue mon père. Et en écrivant ce livre d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était au fond l'image de cette mort qui était tout à fait particulière parce que mon père est mort sur le coup. Sur sa chemise, il y avait une brûlure de cigarette, hein, l'équivalent d'une brûlure de cigarette. C'était la balle qui avait traversé le cœur. Et il est donc mort sur le coup. Et ce qui m'a troublée, c'est de comprendre plus tard qu'au fond,
la dernière lueur d'intelligence qu'il avait eue, c'était ni de penser à moi, ni de penser à sa femme qu'il aimait, mais c'est de se poser la question de pourquoi il était tué. Est-ce que vous avez réussi à éclaircir les circonstances? Oui, mais d'une manière, je dirais, littéraire, parce que sur le plan juridique, sur le plan juridique, bien évidemment, on sait qui a tué mon père. C'est un jeune garçon qui était en service commandé, donc on ne peut pas le rendre responsable de cette mort. La personne qui réellement a tué mon père a donné l'ordre de tuer mon père. On dit qu'elle a été punie, bon bref, en tout cas, c'est pas ça l'important, si vous voulez. L'important, c'est que en faisant cette enquête ensuite, parce que ce livre est devenu une enquête, il est devenu une enquête à la lumière des événements de 91, quand les crimes odieux, les crimes contre l'humanité qui ont été commis en Algérie, m'ont obligé à réfléchir, parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que de nouveau des Algériens tuent des Algériens, et dans ces conditions-là. Cette écriture a fait disparaître l'absurde de cette vie, au fond, d'un père nationaliste tué par un Algérien, ensuite un nationaliste à qui on enlève des biens, et ensuite aujourd'hui, si vous voulez, la vente de cette usine à un franc symbolique, à un ami du pouvoir. Quand je disais, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas l'égalité aux femmes? J'avais 20 ans, je faisais mes études de droit et j'étais tout à fait en droit, justement, d'avoir cette manière simple et utopique de parler. Et on me disait, mais tu ne peux pas comprendre parce que tu ne comprends pas le peuple algérien. Tu n'es pas comme tout le monde. Et cette manière, si vous voulez, au fond, c'est cette petite phrase, tu n'es pas comme tout le monde, qui m'a fait sortir de l'Algérie, avec au fond un sentiment de culpabilité de ne pas être comme tout le monde. Parce que de ne pas être comme tout le monde dans une famille, on a toujours un peu ce sentiment de culpabilité, parce que je ne suis pas une femme révolutionnaire, ni une femme libre. Je suis loin d'être une femme libre. Mais justement, tu n'es pas comme les autres, vous étiez femme, vous étiez libertaire, peut-être que vous êtes d'accord avec ce thème, vous étiez bourgeoise. Qu'est-ce qui était le plus difficile à porter dans ces années-là? Qu'est-ce qui vous a fait le plus de mal? C'était l'ensemble des choses. Alors, la bourgeoisie, je l'avais oubliée, parce que, bon, ça c'est ressorti dans le livre, mais j'avais complètement oublié. J'essayais de l'oublier, j'essayais de le gommer, d'autant plus que quand 62 arrive, ma famille est complètement anéantie par la guerre. Les fermes ont été d'abord dévastées par les occupations militaires, que ce soit la ferme de Bougie ou d'Annaba, qui était une énorme propriété. Et donc nous étions des gens pauvres, d'une certaine manière. Mais je n'ai jamais... C'était tout de même la famille la plus riche d'Algérie. Oui, non, simplement. on n'était pas riches. Non, mais loin de là, loin de là. On était devenu un symbole. Et en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que c'était pas la richesse qu'au fond on nous reprochait. C'était une forme de modernité. Et c'est ça qui fait mal. Alors on le comprend, c'est votre histoire que vous écrivez là. Ça se lit comme un roman. C'est très agréable à lire. Quelle part est romancée dans votre histoire? Non, alors évidemment, réécrire sa vie, c'est la repenser et la réorganiser. Je l'ai organisée comme une tragédie, en faisant de la mort de mon père le symbole de ce retour de l'archaïsme et de la meute, n'est-ce pas? Mais avec la maison que j'habitais, qui était une maison coloniale, et qui a été dévastée, que j'appelle la maison pourfendue, on sent qu'il y a un acharnement à détruire. Et alors à détruire quoi? C'est cela, si vous voulez, que j'aimerais dire quand même. C'est-à-dire à détruire, et c'est embêtant de finir là-dessus, mais je vais quand même le faire, à détruire ce que nous avons acquis du colonialisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'appartiens à une famille, c'est peut-être pour ça qu'on nous hait quelque part, parce que j'appartiens à une famille qui a fait le double pari d'être libre et de conserver les acquis du colonialisme. Pour mieux connaître cette histoire, je rappelle le livre Une éducation algérienne, de la Révolution à la décennie noire. Merci de nous avoir accordé cet entretien.